On n'est pas à 5 minutes près quand même, parce que vous êtes à l'heure, alors ce serait péjoratif de vous faire patienter pour des gens qui, hypothétiquement, peut-être ne viendront pas. Voilà. Alors je vous ai mis 2 citations ici. La première, elle est de Thomas d'Ansembourg. Je vous ai résumé le concept parce que je n'avais pas la citation complète qu'on a retrouvée avec Lisa, ma petite cousine, sur Google. Google est notre ami. Mais vous comprenez le concept. La phrase de base, c'est que la communication peut devenir rapidement violente et souvent un manque de vocabulaire parce qu'on ne sait pas décrire ce qu'on ressent. C'est ça la citation complète, parce qu'on ne sait pas décrire ce qu'on ressent. Retenez l'idée. Moi, j'avais retenu le concept, parce que ça m'avait frappé cette phrase-là, la violence est un manque de vocabulaire. Vous comprenez bien le concept. C'est-à-dire quand la violence est là, ça veut dire que la discussion, elle n'existe plus, quoi. Voilà, c'est un manque de vocabulaire. Quand il y a violence, il n'y a plus communication. La communication n'est plus possible. Hein? Et la deuxième phrase, c'est j'ai longuement réfléchi, c'est en vue de ce soir, ça c'est moi qui en suis l'auteur. Si la violence s'invite dans la discussion, laisse-la à la porte, sinon la discussion va périr. Voilà, vous comprenez l'idée, c'est que on parlait jusque-là la dernière fois de la communication. Moi, pour ma part, j'ai essayé de développer la communication qui est au service de la communion et vice-versa, la communion qui se vit dans cette communication verbale, non-verbale, d'amour, d'amitié, relationnelle à tous les niveaux où on peut les décliner durant notre existence d'être humain. Et c'est une chance que nous avons de pouvoir vivre tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, on va essayer de voir comment on peut essayer d'éviter cet écueil de la violence, parce que malheureusement, quand elle est là, il n'y a plus de communication possible. Ça devient impossible de communiquer. Alors, un des premiers points que je voudrais développer, chers amis, c'est la chose suivante. Ce que j'observe un petit peu autour de moi, mais dont je peux être moi-même me rendre coupable, c'est que quelquefois la communication, malheureusement, on peut partir du principe qu'on a raison. Vous voyez, si je pars du principe que j'ai raison, je peux partir du principe que celui qui est en face de moi, mon interlocuteur, il a tort. Si je pars du principe que... Alors, c'est jamais vrai, ça. On est d'accord, c'est des situations hypothétiques. Mais si je pars du principe que j'ai 100% raison, eh bien, je peux partir du principe que, quoi que vous disiez, vous avez 100% tort, puisque j'ai raison. Voilà. Ça, c'est un écueil dans la discussion, et je pense que ça peut générer énormément de violence. Dans la vie, en général, de 100% raison d'un côté, 100% tort de l'autre, à quelques rares exceptions, ça n'existe pas. À quelques rares exceptions. Il y aura toujours des exceptions pour confirmer la règle. Mais sinon, a priori, moi je pense que quand on communique avec quelqu'un, il y a toujours 50% raison et 50% tort de mon côté, et il y a 50% raison et 50% tort de l'autre. Le problème, c'est que notre 50% de raison, on a quelque chose en nous qui s'appelle l'orgueil, qui nous invite à l'élargir. Et le 50% raison qui est en nous, il va vite prendre toute la place, et qui pourrait nous laisser penser que du coup, je ne suis plus en capacité d'écoute. Vous vous rappelez la dernière fois, on a dit que communiquer, c'est parler, mais c'est aussi écouter. Et si je pense que j'ai 100% raison, je perds l'écoute. Je ne suis plus en capacité d'accueillir le 50% raison de l'autre. Et ça, c'est grave. Alors pourquoi il y a 50-50 ? Je vais justifier. Parce qu'on a des histoires différentes. On a une éducation différente. On a une perception des choses, de l'univers différente.
Hein, pourquoi il y a 4 évangiles pour nous parler de Jésus-Christ? Ce n'est pas parce qu'un avait trouvé que l'autre il avait mal écrit, il a ressenti le besoin de faire sa propre version. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'on a 4 points de vue différents sur l'histoire du Christ. 4 personnes qui ont été impactées par le Christ et qui vont ressentir, eux, avec leur sensibilité, chacun a la sienne, hein, Marc, Matthieu, Luc, Jean, chacun a sa sensibilité et va traduire avec sa sensibilité ce qu'il a perçu de Jésus-Christ. C'est ça l'aventure de l'Évangile. C'est ça l'aventure de l'Évangile. Qui a raison, qui a tort? Vous voyez, on peut être sensible par exemple à l'Évangile de Luc, c'est celui qu'on lit en ce moment avec Parole Pain-Pomme. Moi j'aime beaucoup l'Évangile de Luc, mais je ne peux pas me contenter de rester que sur l'Évangile de Luc. De temps en temps, j'ai besoin de lire du Matthieu, j'ai besoin de lire du Saint-Jean, de lire Marc aussi. Voyez, parce que la vérité et la communication, finalement, elle sera dans la complétion et dans cette complémentarité des 4 points de vue qu'on aura sur l'histoire de Jésus-Christ. Vous voyez, si on part du principe qu'il y en a un qui est... Alors après, on a peut-être notre sensibilité qui fait qu'on va plus s'accrocher avec l'un ou l'autre. C'est normal. C'est normal. On est des êtres humains et on va pas nier cet aspect-là. Mais ce qui est important, c'est de toujours garder en vue que les 4 ont raison. Les 4 ont raison, parce que chacun a sa propre perception. C'est comme quand on communique, eh bien, oui, chacun de nous a toujours raison. Toujours. Voilà. Et si vous permettez un petit conseil, c'est toujours important que l'on puisse exprimer, bien sûr, notre point de vue, mais c'est aussi important d'être à l'écoute du point de vue de l'autre. Et là, vous voyez, la communication peut librement circuler et ne va pas devenir ce que j'appelle moi communément, on en reparlera de ça dans la prochaine séance, ce que j'appellerais la guerre des tranchées. Parce qu'à partir du moment où je pars du principe que j'ai raison, j'ai tendance à me camper sur ma position et ça ne va pas aider pour écouter l'autre. Et dans certains cas de figure, si je pense que j'ai 100% raison et que l'autre, il a tort, tant qu'on va parler de la pluie du beau temps, jusque-là tout ira bien, on est d'accord pour se dire qu'il fait beau, le ciel est bleu, il y a le printemps qui commence à arriver, on voit bien l'herbe qui verdit et tout ça, jusque-là tout va bien, tout le monde est d'accord. Mais quand il va falloir parler de choses qui sont un petit peu plus délicates, voilà, des ressentiments qu'on peut avoir, ou si on veut aider l'autre à progresser sur certains points, ou si nous-mêmes, on essaye de nous faire aider sur certains points, certaines choses, eh bien, la discussion, elle va vite, ça risque vite de tomber, quoi, de ne pas fonctionner. Et ce qu'il faut absolument sortir dans ce cas-là, c'est du reproche. Mais vous voyez, si je pense que moi j'ai raison et que l'autre en face, il a tort, rapidement, si je veux pointer un certain nombre de choses chez l'autre, ça va prendre la forme de reproche. Et le reproche, c'est déjà une forme de violence. On n'est pas encore dans la colère, on n'a pas encore sorti les insultes, on n'a pas encore haussé le ton. Le reproche, déjà, c'est une forme de violence. Donc vous voyez, si on veut arriver à développer ce que j'appellerais une communication non violente, il faut sortir du reproche. Il faut pas tomber là-dedans. C'est un écueil, le reproche. D'accord ? Il y a une règle d'or dans le principe de communication non violente, c'est la chose suivante. Retenez, ça c'est une règle d'or. Il faut sortir du tu qui tue au je qui exprime un besoin. Je vous prends un exemple bête.
une scène commune allez, admettons, de la vie de couple. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais pour les besoins de la conférence, je vous invite, vous inventez une fiction. Admettons que monsieur est un peu bordélique et il a tendance à laisser traîner ses chaussettes, ses caleçons un peu n'importe où dans la chambre et quelquefois on les retrouve même sous le lit. Admettons, hein, c'est pour les besoins c'est purement fictif, hein, entendons-nous bien. Et toute ressemblance avec des cas réels serait purement fortuite. Admettons. Vous voyez, ce genre de conduite, quand ça se passe une fois ou deux, bon voilà, ça peut être rigolo, et voilà, puis on va aller ramasser le caleçon, les chaussettes, on va le mettre dans le panier à linge sale, mais si ce comportement devient récurrent, ben, ça peut générer une forme d'agacement. D'accord ? Et vous voyez, quand l'agacement commence à être là, eh bien, la violence, elle n'est pas loin. Après, au niveau de la manière de verbaliser les choses. L'épouse pourrait, à fort juste titre, dire à son mari, qui se rend coupable de ce genre de méfait, elle pourrait lui dire « Chérie, j'en ai marre, regarde où tu laisses traîner tes chaussettes et tes caleçons, alors qu'il y a un panier pour le linge sale prévu à cet effet. Tu ne pourrais pas les mettre dedans quand même, c'est si compliqué que ça ?» Toute ressemblance avec des êtres graves, ce serait purement fort. Voilà, là, vous voyez, c'est l'exemple type, la phrase que je viens de dire, c'est l'exemple type on est dans le reproche et on est dans le tu qui tue. Petit exemple, vous remarquez, des fois, quand il y a des enfants, hein, quand l'enfant fait quelque chose de bien, c'est le mien. Mais alors, quand il fait quelque chose de pas bien, c'est le tien. Vous n'avez pas remarqué ça? On est encore dans le tu qui tue. Alors, regarde ton fils, là, ce qu'il a fait. Attends, on l'a fait ensemble. Hein. Et moi, j'en ai pas d'enfant, mais je voulais vous transposer. D'accord? Sortir du tu qui tue au jeu qui exprime un besoin. Je vais reprendre l'exemple de mes chaussettes et de mes caleçons. D'accord? Parce qu'il est bien parlant, celui-là, apparemment. L'épouse, agacée par le comportement de ce mari, pourrait dire la chose suivante. Chérie, j'apprécierais énormément que tu puisses mettre tes chaussettes et tes caleçons, qui traînent un peu de partout, dans le panier à linge prévu à cet effet. Et vous voyez, là, on n'est pas dans le reproche, j'exprime une demande, j'exprime un besoin. Je laisse entendre à l'autre que moi, j'apprécierais énormément ce genre de conduite. Ça ne va peut-être pas convertir l'autre tout de suite. Il va falloir peut-être un petit peu de temps pour que ça rentre un petit peu et que peut-être que l'autre va corriger certaines choses comme ça. Voilà. Mais au moins, moi, je sors du reproche et en sortant du reproche, je vais rendre la communication plus audible à l'autre. Parce que si on est dans le reproche, moi je vois deux cas de figure. Il y a première manière de réagir quand je me prends des reproches plein la gueule. Il y a deux manières de réagir à peu près. On peut en trouver d'autres, mais moi j'en verrai deux. La première, c'est la carapace de la tortue. Vous savez, il y en a, c'est comme ça. C'est le silence. On ne répond pas. Alors des fois, c'est encore plus agaçant. Et voilà, la tortue, comme ça, on attend que l'orage passe. Et voilà, ça ne fait pas forcément avancer, mais vous voyez ce que peut générer le reproche quand c'est trop frontal comme ça. Et la deuxième manière de répondre, c'est là, alors moi je m'inscris à 100% dans celle-là, dans la deuxième, je suis d'origine italienne, tu m'envoies des reproches dans la figure, attends, Coco, on va balayer chez toi un petit peu aussi. Hein. Voilà, d'accord, je veux bien accueillir ce que tu me dis, mais je vais te dire aussi un certain nombre de choses, parce que attends, tu penses que tu es juste toi aussi. Voilà, et là ça va partir, ça risque, d'ailleurs ça risque de ne pas aider, parce que ça risque de... Voilà. Hein? La deuxième. Voilà. Donc, vous comprenez que ça, c'est vraiment une règle d'or. Essayez de sortir de ce tu
toi, accusateur, là, pour passer au jeu qui exprime un besoin. Je vous promets que pour l'avoir expérimenté à plusieurs occasions, eh bien, étonnamment, c'est beaucoup plus audible pour la personne qui est en face. C'est beaucoup plus audible. J'ai une demande à formuler. Moi, j'aime bien commencer comme ça. J'ai une demande à formuler. Je précise même. Voilà, j'aimerais beaucoup, si tu veux bien faire ceci ou si tu veux bien faire cela. Et je vous promets, ça aide énormément les interlocuteurs qu'on a à entendre un petit peu ce qui nous tient à cœur finalement. Hein? Voilà, donc là, on a un bon principe de communication non violente. Kinsey. Merci, ok. Je crois que j'ai dit l'essentiel, hein, les amis. Je réfléchis, mais... On essaie de développer après. Après les questions, je vais laisser mon ami David nous entretenir sur le sujet. Merci. Alors, merci Laurent. Et comme d'habitude, sans qu'on ait à parler, eh bien les choses se recoupent. De fait, moi je vais partir sur, comme d'habitude, la médecine et la psychopathologie, parce que c'est ma partie. Et je vais vous parler du noyau narcissique. Le noyau narcissique, c'est cette sorte d'organe, un peu comme n'importe quel autre organe de notre corps, qui va naître, croître et se développer avec des traumatismes, avec des choses qui vont venir l'aider, d'autres qui vont venir l'entraver. Et ça va petit à petit créer ce qu'on appelle l'ego. Pas au sens vulgaire du terme, parce que dès qu'on entend égo, on entend égoïste ou narcissique. Or, narcisse et égo sont des entités, sont des organes psychiques naturels qui ne parlent pas de pathologie. Et ce narcisse et cet égo, qui sont les parents légitimes de l'identité, eh bien, ne sont pas sains et saufs. Il y a énormément de traumatismes, énormément de configurations diverses et variées, des divorces, des viols, des bébés secoués, des fratries difficiles, des, qui font que narcisse et égo prennent des coups le long de leur croissance. Et quand on est sous ces coups-là et qu'on ne les soigne pas, eh bien, narcisse et égo, qui donnent donc l'identité, vont mettre en place une identité qui n'est pas apte à faire lecture d'elle-même. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Lorsque nous sommes affectés par quelque chose, chaussettes et rangement dans le panier à linge, c'est rigolo. Si on est suffisamment détendu, ça peut être quelque chose de très rigolo. Parlons de conflits beaucoup plus sévères, de choses où, parce que nous ne sommes pas parfaits, on va venir blesser l'autre profondément. Eh bien, cette blessure qu'on lui inflige, parce que nous n'avons pas fait lecture de notre identité et de ce qui l'affecte, cette blessure qu'on lui inflige, on ne va pas pouvoir entendre que l'autre est blessé par nous. Et même si l'autre vient dire un ressenti de la bonne manière, sans utiliser le tu, en parlant de soi, en parlant de ce que l'on ressent, eh bien, l'autre, qui est sous emprise d'une identité en difficulté, traumatisée, qui n'a jamais été soignée, va refuser l'expression de ce ressenti. Les gens qui défendent leur ego, leur narcisse, et qui ont une identité qui n'entend jamais que vous leur reprochez quelque chose, eh bien, ce sont des personnes qui ne vont jamais accepter le ressenti, qui vont toujours se mettre, parce que c'est leur ultime défense, ils vont se mettre à protéger leur identité qu'elles croient attaquée par votre ressenti.
Par exemple, ce sont des gens qui s'engagent toujours dans un pseudo-dialogue en vous disant ou en se disant « j'ai tort, j'ai raison ». Voilà. Pour moi, s'engager dans un dialogue en concevant qu'on a tort ou en concevant qu'on a raison, c'est les mêmes versants d'une même montagne, eh bien, ça va être foireux. Pourquoi? Parce qu'un ressenti n'est ni bon ni mauvais, ni faux ni vrai. Un ressenti est un ressenti, et lorsque l'autre l'exprime comme tel, si on prétend l'aimer, parce que c'est un frère, parce que c'est une sœur, parce que c'est un ami, parce que c'est une amoureuse, un amoureux, un époux, une épouse, eh bien, si on prétend l'aimer, on entend ce ressenti. On ne se met pas en mode « je défends mon identité ». On se met en mode « je l'ai blessé ». Et cette blessure va nous intéresser, et ça sera une véritable marque d'amour. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas parce que je suis mauvais que j'ai blessé quelqu'un ou quelqu'une. C'est parce que je ne suis pas parfait. C'est parce que mon identité ne peut pas tout concevoir, ne peut pas tout prévoir. Et donc, je blesse l'autre parce que je suis imparfait. Et quand l'autre m'exprime qu'il est blessé ou qu'elle est blessée, de fait, mon devoir premier, au sens moral du terme, c'est de me dire comment cela se fait que l'aimant, je l'ai blessé. Et je vais m'intéresser à ce que l'autre dit. Je vais même lui demander d'amplifier son propos, au sens où, quand je t'ai blessé, quel propos, quelles circonstances, comment est-ce que j'ai fait pour te mettre à mal? Et l'autre, voyez, va entrer déjà dans un système de réparation puisqu'il va sentir que son ressenti de blessure est déjà entendu. C'est un anti-violence, ça. Quand quelqu'un dit « je me sens blessé par cette situation, je ne me sens pas respecté, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas ceci, je ne me sens pas cela », et que vous ne vous mettez pas à droite pour défendre votre identité, mais plutôt à gauche pour dire « tiens, oups, je suis imparfait, qu'est-ce qui fait que j'ai blessé l'autre ?» Eh bien, c'est déjà une réparation. Entre guillemets, et juste entre parenthèses, ça prête au pardon déjà. Puisque l'autre va se sentir accueilli dans ce qu'il ressent, ou dans ce qu'elle ressent. C'est une première étape. L'autre étape, c'est, comme vous l'avez compris, c'est dire à l'autre, dans toujours cette communication non violente, toujours ce truc d'aller explorer, c'est de dire bon, ben voilà, quelles circonstances, qu'est-ce que ça t'a fait, comment, eh bien, comment est-ce que j'ai pu te faire ça? Pas en s'accablant, pas en se disant je suis la plus mauvaise, le plus mauvais. Non, c'est une sorte d'investigation. Pourquoi? Parce que mon but, ce n'est pas de m'accabler en me disant je suis le pire des hommes, le pire des femmes, le pire des frères, le pire des époux ou des épouses. C'est se dire bon, j'aime cette personne ou cette personne est importante pour moi, qu'est-ce qui fait que je l'ai blessée? C'est une recherche, une sorte de consultation de vadémécum du fonctionnement de l'autre, qui fait que la prochaine fois, dans une même situation, ou une situation similaire, l'autre m'a expliqué par quel rouage il a été blessé, et donc je vais me mettre à essayer, parce que c'est jamais évident, de ne pas le blesser de nouveau, de ne pas la blesser de nouveau. Ça, c'est encore une autre étape de réparation. Et ensuite, il y a encore cette notion de réparation. C'est-à-dire que, je ne sais pas à qui en Église récemment m'a tenu des propos qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont un petit peu apaisé, parce que ces questions-là m'habitent particulièrement en ce moment. En Église, j'ai entendu, oui, ça y est, je sais, c'est un prêtre avec lequel je travaille, et d'ailleurs avec lequel j'ai fait une conférence le 12 avril. J'ai envoyé l'info à la paroisse. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on dit à l'autre « pardon, je t'ai blessé » que c'est fait. De fait, la réparation de la blessure de l'autre, c'est par la communication
où, comme je vous dis, il y a une investigation, c'est l'autre qui peut exprimer un ressenti et donc qui s'y sent autorisé. Et puis, c'est aussi cette réparation qui va surgir, qui va émaner de l'après-situation. C'est-à-dire que je sens que l'autre qui m'a blessé est à l'affût de ce qui pourrait de nouveau me blesser sur la même thématique, et donc va soigneusement, par connaissance, par écoute, éviter de me blesser de nouveau sur cette thématique. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit « bon, ben voilà, je t'ai demandé pardon, passe à autre chose ». Ce n'est pas parce qu'on demande pardon qu'il n'y a pas une réparation à installer. Donc voilà, vraiment, cette thématique de violence dans la communication, elle est dans cette bifurcation que nous effectuons des fois par réflexe. Quand quelqu'un nous dit « tu m'as blessé », le réflexe, c'est de se mettre à défendre notre identité, notre ego, notre narcisse, au lieu de, par amour, par humanité, par charité, par envie de relation, nous mettre à explorer avec l'autre son ressenti. C'est un exercice qui apparaît comme très difficile. La violence, elle peut naître aussi de cette situation-là, dans la communication, où, quand on s'engage dans une discussion et qu'on fait ressentir à l'autre qu'il n'est absolument pas entendu, on le fait ressentir à l'autre dans une discussion, mais on le fait ressentir à l'autre aussi dans des situations récurrentes. Vous savez, quand quelqu'un est blessé et que la première blessure se passe plus ou moins bien, la deuxième se passe un peu moins bien que bien, et la troisième, la personne qu'on vient de blesser pour la troisième fois dans la même thématique, vous dit « j'en ai marre, tu me gonfles ». L'une de nos réactions les plus courantes, c'est de se mettre encore plus à défendre l'identité en disant que l'autre a haussé le ton, que l'autre nous a agressés, que l'autre nous a violentés. Et nous avons une tendance à oublier que l'autre a pris beaucoup de mesures depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis peut-être des années, pour parler de couples ou de relations fraternelles ou d'amitié qui durent depuis des années. L'autre a pris beaucoup de temps pour expliquer comme il a pu ou comme elle a pu être blessée. Mais nous n'entendons pas. Et quand l'autre exprime qu'il atteint des limites, eh bien c'est lui qui devient coupable d'une situation dans laquelle il est victime de ce que nous lui avons infligé. Ça s'inverse. C'est presque pervers, en fait. Donc cette violence va effectivement habiter la communication parce que d'un côté, il y a quelque chose qui relève de la limite de celui ou de celle qui est blessé, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui n'a de but dans un dialogue que de défendre son identité. De fait, nous sommes dans une impasse où il n'y a plus de dialogue. Déjà. Et la problématique dans ce genre d'impasse, c'est que ça va venir réveiller, mettre en branle ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Les mécanismes de défense, c'est cette petite armada que nous portons tous et qui vient protéger le noyau narcissique. Encore une fois, noyau narcissique, c'est une nature. Ce n'est pas le narcissisme, ce n'est pas la pathologie. Voilà, donc quand on blesse quelqu'un, le reblesse et le blesse et le reblesse, de fait, il y a ces mécanismes de défense que je présentifie ici avec des petits pointillés ou des traits, comme vous voulez, qui vont venir rejeter l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il essaye de faire intrusion, en tout cas on le croit, dans notre noyau narcissique. Et c'est là, en général, que la violence intervient, la violence comme étant
un ultime rempart contre l'autre, contre sa manière qu'il a de nous intruser dans notre ressenti, alors même que c'est nous qui l'avons blessé. Combien de nous, tous les matins, se réveillent en se disant « Ce matin, quelle est mon intention ?» La personne qui dort à mes côtés, quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'ai appris d'elle? Comment je peux la traiter? Comment je peux lui parler? La personne qui dort à côté de moi m'a blessé. Hier, avant-hier, il y a une semaine. Comment est-ce que je peux lui parler? Combien d'entre nous vont venir mettre des mots sur leurs intentions envers autrui pour clarifier l'intention et faire en sorte que les ressentis qui sont générés par cette intention, par cet état interne, soient audibles par l'autre? Combien de nous font l'effort de distinguer ce qui vient de l'autre et ce qui vient de soi? Combien de nous partons dans une discussion en se disant « j'ai tort, j'ai raison » Non, on enlève tort et raison et on se met à mettre du sens. Quel sens mon comportement a-t-il? Qu'est-ce que ça peut avoir comme symbolique pour l'autre et qui peut venir l'impacter ou lui faire du bien? Combien de nous font ce genre d'exercice quand les choses sont difficiles, quand il y a du conflit, du contentieux? Combien de nous font cet effort de mise en mots du ressenti interne, mise en mots d'une situation qui s'est coincée, qui se coince, au lieu d'attaquer l'autre, ou au lieu, j'insiste, de se sentir coupable? Parce qu'attention, il y a attaquer l'autre, mais c'est tout aussi délétère de se sentir coupable. Quand on part dans une discussion en disant « mea culpa, mea maxima culpa » avec 500 coups de fouet et de contrition, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Quand on part dans une discussion où on se dit « m'a blessé, j'ai raison », on n'est pas bon. Parce que l'autre, quand il nous blesse, des fois, il n'est pas conscient de nous avoir blessés. Ce n'est pas le fait que l'autre nous blesse qui pose problème, c'est l'après-blessure. C'est comment cette blessure est exprimée, c'est comment l'autre qui nous a blessés le reçoit. Il est bel et bien là le souci. Donc au fait, dans la communication non violente, dans la violence dans la communication, il ne s'agit pas tant de rouage syntaxique, mais bel et bien de santé narcissique. Mon identité, elle en est où? Comment j'ai soigné ces traumatismes? Pour qu'à un certain moment, lorsque l'autre me dit que je ne suis pas parfait, que je ne suis pas parfaite, que ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Merci. Merci David. En t'écoutant, ça m'a fait penser à deux choses que je voulais dire, mais je rattrape les 5 minutes que je n'ai pas utilisées tout à l'heure. On apprend un truc étonnant, c'est que la plupart du temps, ce qui nous agace le plus chez les autres, c'est qu'ils nous renvoient à nos propres défauts. Vous avez besoin que je vous écrive la citation ou pas? C'est bon, vous comprenez le concept? Ce qui nous agace le plus chez les autres, c'est lorsqu'ils nous renvoient à nos propres défauts. Regardez combien c'est vrai au niveau de la circulation, surtout à Marseille. Moi, je l'ai constaté, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois. Ce qui m'agace le plus, c'est quand je vois des gens qui conduisent comme je conduisais avant. Alors, je me suis un peu calmé depuis. C'est terrible, ça. Un petit peu. Un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que dit... c'est toi qui m'as fait rappeler ça, David, je te remercie. Quand vous voyez, on sent de l'agacement qui se pointe, et surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui génère cet agacement,
peut-être que la première question qu'on devrait se poser, c'est de se dire, attends, pourquoi ça m'agace? À quoi ça me renvoie? Plutôt que de monter sur nos grands chevaux et partir voilà, à rentrer dans les, comme Don Quijote dans les moulins. Vous voyez, donc ça peut être déjà un premier... Attention, c'est pas évident. C'est peut-être pas évident de prendre immédiatement ce recul. Attention, mais pourquoi ça m'agace? Et de faire une petite introspection, et un petit exercice là de se dire, je vais chercher peut-être les causes, à quoi ça me renvoie chez moi, qui m'agace chez l'autre. Voilà, ça, il y a une piste qui est là. La deuxième piste aussi que je voulais évoquer, parce que, vous voyez, la violence, c'est un fait. Quand on y est, moi je dirais, c'est déjà trop tard. Ce qui est important, c'est aussi comment on peut travailler en amont pour éviter d'arriver jusque-là. D'accord? Alors, pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'événements qui vont advenir, on va dire, qui vont me tomber dessus, ça c'est moi, petit bonhomme là, et il y a un certain nombre d'événements qui vont arriver, des choses que je vais recevoir d'autres personnes, l'état de fatigue dans lequel je suis, etc., etc. Il y a plein de facteurs qui peuvent ne pas nous aider à faire en sorte que ces choses que je vais emmagasiner peuvent créer ce que j'appellerais moi du ressentiment. D'accord? Et c'est sûr que si à ce moment-là, il y a un truc, là, on dirait la petite goutte là, qui va faire déborder le vase, qui tombe à ce moment-là, ça risque d'exploser. Et là, vous voyez, on est de suite. Ça peut être très violent et de manière très directe. Donc il faut vraiment faire un travail sur le ressentiment, cette notion de ressentiment. Voilà, essayer de se libérer de ça. J'avoue, c'est pas facile, mais déjà, voilà, essayer de ne pas laisser le ressentiment s'installer. Alors pour ça, il y a des méthodes. Si on sait d'où vient le ressentiment, eh bien, allez, on en parle à l'autre, hein, avec la bonne technique qui est là. On essaie de négocier, de voir pour se libérer de ça. Le deuxième facteur aggravant, c'est des situations qui vont arriver et qui vont me mettre en colère. C'est impressionnant, peut-être pas vous, mais c'est impressionnant le nombre de gens qui cèdent à la colère ou qui vivent dans la colère. Je l'entends, ce n'est pas un secret de confession, vous ne savez pas de qui je parle, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où il y a des gens qui, à la confession, viennent parler de leur colère. Et moi, la question que je leur pose, c'est est-ce que tu identifies la source de ta colère? Pourquoi tu es en colère? Pour moi, la colère, c'est un dysfonctionnement. Ce n'est pas un état permanent. Qu'il y ait des choses qui me fassent réagir et qui me mettent en colère, comme Jésus, hein, quand il voit les marchands dans le temple, ça va générer de la colère, mais c'est une juste colère. Parce que le temple, à la base, ce n'est pas une maison de commerce, c'est un lieu où on prie Dieu. Et Jésus va rétablir ça. D'accord? Là, ça peut se comprendre. La deuxième fois où il se met en colère, c'est quand il y a les disciples là, qui font barrière pour empêcher les enfants de venir à lui, alors qu'il y a des parents qui veulent présenter à Jésus les enfants. C'est simple, hein, on peut les compter sur le doigt de la main, et avec une seule main, on a assez pour voir les moments où Jésus lui-même se met en colère. C'est bien, lui aussi, il est humain, comme nous, ça lui arrive. Mais je crois que nous, peut-être, les moments où on se met en colère, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez des deux mains pour les compter. Vous voyez, et ça, moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Pourquoi cette colère? Pourquoi elle est là? Et il y a une chose qui est très importante quand la colère se présente ou quand le ressentiment se présente, c'est de délayer dans le temps. Parce que si je vais parler sous l'émotion colère ou sous le ras-le-bol du ressentiment, et là, la coupe elle est pleine, pof, ça sort, j'explose, forcément, ce que je vais dire, ce sera violent. Même si j'emploie les bons termes, même si j'emploie les bons mots, même si j'essaie d'éviter le tu qui tue, ça sera forcément violent.
La colère, ça génère de la violence. Forcément. Donc, la technique serait la suivante. C'est au moment où se présente la colère, là, je la garde pour moi. S'il faut, je vais faire un footing, je prends un punching ball, je tape dedans, je me défoule. Prenez les moyens que vous voulez. D'accord? Au niveau physique, là, ça peut faire du bien. Aller faire 1 heure de badminton, c'est très efficace. Et voilà, la colère, on essaye de l'évacuer comme on peut, y compris physiquement. Et après, quand la colère s'est calmée, elle est redescendue, là, je peux discuter. Et là, je peux plus facilement envisager cette manière de parler. Vous voyez, ce qui est important, c'est de... On dit, vous connaissez l'adage, que la colère est une mauvaise conseillère. Pourquoi? Parce que si je prends des décisions sous l'impulsion de la colère, les décisions que je vais prendre risquent d'être pas bonnes, parce que c'est sous le coup de la colère que je les prends. Donc, en général, on attend que la colère se calme, donc on délaye dans le temps, c'est important, le facteur temps, et puis quand la colère, elle s'est apaisée, quand la tempête s'est apaisée, et vous savez que Jésus, il aime bien apaiser les tempêtes, là, à ce moment-là, on va pouvoir mieux réfléchir, y voir plus clair, prendre les bonnes décisions, et puis surtout, être en capacité de discuter plus posément, ça, sans rentrer dans ce processus de violence. Voilà. Merci.